Qui, le 8 mai 1945, aurait pu croire que le peuple juif parviendrait en 3 ans à donner corps enfin à un projet, la création d'un État d'Israël en Palestine, dont la mise en œuvre commence dès le début de ce siècle, malgré l'hostilité des peuples arabes environnants. À cette date, en effet, un tiers de la population juive mondiale a disparu dans les chambres à gaz et les camps d'extermination nazis, notamment dans cette Europe de l'Est qui a été, depuis le début du siècle, le réservoir de l'émigration vers la Palestine. Pourtant, 3 ans plus tard, presque jour pour jour, le 14 mai 1948, le président de l'agence juive, David Ben Gourion, peut proclamer l'indépendance de l'État d'Israël, fort d'un vote des Nations Unies de novembre 1947 en faveur du plan de partage de la Palestine qui le légitime. Comment un tel retournement a-t-il été possible? Une telle victoire était-elle inévitable? À vrai dire, non. Les chances pour le mouvement sioniste en Palestine de se transformer en État sur une partie substantielle du territoire mandataire sont extrêmement faibles en 1945. Quelles sont les forces hostiles à la création d'un État juif à cette période? Aux États-Unis, malgré des déclarations contradictoires, Roosevelt y est opposé. Sans opinion précise, son successeur Harry Truman y est d'abord plutôt hostile devant les objurgations des alliés anglais et du département d'État. Pour compléter le tableau, il faut ajouter l'arrivée au Congrès américain, dès 1944, d'une majorité de nouveaux élus républicains, volontiers xénophobes et isolationnistes, nullement acquis en tout cas à la cause des Juifs, et enfin l'éveil du Maroc à l'Irak d'un nationalisme arabe moderne qui, bien souvent, s'identifie déjà à la cause des Arabes de Palestine. À Londres, Churchill continue à éprouver des sympathies idéalistes pour le sionisme, à la manière de son devancier Lord Balfour, mais sans vouloir ni pouvoir lever les objections de tout l'establishment britannique, passionnément pro-arabe, dont la visée à long terme est de préparer avec les monarchies arabes alliées l'affrontement géopolitique avec l'Union soviétique et de préserver ainsi les routes du pétrole. À Moscou, enfin, la situation n'est guère meilleure. Le mouvement communiste a toujours dénoncé le sionisme, même le plus proche de lui, celui des sionistes marxistes du Hashomer Hatzair, comme une idéologie hostile. Plus grave, plusieurs membres de la haute direction soviétique envisagent dès 1945 de procéder à une campagne systématique de mise au pas des Juifs. Les décrets en matière de culture inspirés par Andrei Jdanov, le numéro 2 du Parti communiste à partir de 1946, provoquent un climat de suspicion envers tout ce qui n'est pas strictement russe, cosmopolite, comme on le dira de plus en plus par la suite. Si le martyre subi par le peuple juif a bien suscité quelques sympathies actives, il a aussi donné lieu à quelques déchaînements antisémites après la guerre. C'est ainsi qu'en 1946, dans la petite ville de Kielce, au centre de la Pologne, une populace enhardie par les encouragements de l'église catholique locale massacre une centaine de survivants qui avaient cherché à se réinstaller. À vrai dire, seule la France, expulsée de Syrie dès l'automne 1944 par les intrigues de la diplomatie britannique, est à cette époque acquise très largement à la cause de l'État juif. Mais elle se relève à peine et ne pèse plus du même poids dans les affaires de l'Orient compliqué. De surcroît, le Vatican, très hostile au nom des chrétiens du monde arabe à la création d'un État juif en Palestine, influence négativement un Quai d'Orsay constamment occupé à l'époque par ses amis du Parti démocrate chrétien, le MRP. Dans cette sombre conjoncture internationale, la situation propre à la Palestine est-elle au moins meilleure? La Palestine, ancien territoire ottoman, a été confiée par la Société des Nations aux Britanniques comme territoire protégé sous mandat, ouvert à la constitution d'un foyer national juif, selon les termes de la déclaration Balfour de 1917. Dès le début des années 30, la montée des périls en Europe et en Inde conduit la Grande-Bretagne à juger dangereuse pour la sauvegarde de ses intérêts globaux dans le monde musulman la poursuite d'une politique d'immigration juive en Palestine. Il est vrai que l'arrivée au pouvoir de Hitler a entraîné un quasi-doublement de cette population juive, de moins en moins supportée par la majorité arabe du mandat. À partir de 1936, la révolte arabe palestinienne est générale. Les Anglais la contiennent militairement, tout en s'engageant, avec le livre blanc de 1939, à stopper toute immigration ultérieure. Le bouclage de la Palestine demeure inchangé à la fin des hostilités, contrairement aux attentes de l'agence juive. Le nouveau gouvernement travailliste, élu en juin 1945, ne déviera pas d'un pouce de cette ligne, défendue avec autant d'acharnement que de hauteur par le nouveau ministre des Affaires étrangères, Ernest Bevin.
Sourd aux demandes humanitaires réitérées des Américains, ce dernier refusera en particulier l'autorisation d'émigrer en Palestine pour 100 000 personnes déplacées, maintenues dans des conditions de vie précaires en Allemagne occupée, et que Washington ne souhaite pas davantage absorber sur son propre territoire. Devant ce refus, les forces majoritaires, modérées du sionisme, se joignent à partir de l'automne 1945 aux nationalistes extrêmes de l'Irgun et du groupe Stern pour organiser une guérilla active contre l'administration britannique, devenue ennemie déclarée. Au début de 1947, l'usure provoquée par la guérilla juive, l'impopularité croissante de la politique anglaise dans le monde, s'additionne aux très grandes difficultés économiques britanniques pour ouvrir la voie à un changement spectaculaire. Bevin renvoie le dossier palestinien à l'ONU en lui enjoignant de trancher désormais entre la thèse juive, qui défend le partage amiable du territoire palestinien en deux entités, divisées le plus souvent à égalité depuis la Galilée au nord jusqu'aux confins du désert du Negev au sud, et la thèse arabe, qui veut au contraire l'intégration complète des territoires à la nouvelle Ligue arabe, les Juifs de Palestine s'y voyant accorder, s'ils le souhaitent, le statut de minorité protégée. Dès lors, la bataille se transfère tout à la fois sur un plan diplomatique et mondial, et glisse sur le terrain vers une véritable guerre judéo-arabe. Dans cette situation apparemment défavorable, s'ouvre le 21 octobre 1947 la séance plénière de l'ONU. Après 6 semaines d'âpres explications en coulisses, le retournement se produit. Les 56 pays membres votent. Le seuil fatidique de la majorité des 2/3 favorable au plan de partage est franchi. La résolution est votée en novembre 1947 en faveur de la partition de la Palestine et du retrait britannique avant le 15 mai 1948. Israël a désormais acquis une légitimité internationale incontestable. Que s'est-il passé? Un véritable miracle politique. Car le retournement de 2 des 3 grands de l'époque, États-Unis et Union soviétique, a quelque chose de tout à fait extraordinaire. Moins spectaculaire que l'ouverture des flots de la mer Rouge, il ne peut guère non plus être imputé à l'habileté diplomatique du mouvement sioniste en tant que tel. Si l'on écarte raisonnablement l'hypothèse d'un doigt de Dieu dans les affaires des hommes, on retiendra alors la rencontre fortuite mais décisive de 2 dynamiques cumulées, une dynamique américaine et une dynamique soviétique. Tout d'abord, pourquoi ce retournement des Américains? Paradoxalement, c'est en grande partie le ministre des Affaires étrangères britannique, Sir Ernest Bevin, le principal responsable du retournement américain. Sans son obstination à refuser tout geste humanitaire en faveur des personnes déplacées, dont Truman se fut à défaut contenté, les Américains auraient sans doute continué à suivre Londres. Mais la politique beaucoup trop manifestement arabo-centrée des Anglais pousse à bout le président américain. Avec la perspective de l'élection présidentielle très difficile de 1948, la dynamique se renverse. L'électorat juif ne pèse pas en lui-même d'un très grand poids aux États-Unis. Mais c'est le système électoral présidentiel qui peut parfois, en cas de scrutin serré, lui conférer une importance décisive. C'est bien le cas cette fois-là qui oppose Truman au républicain Dewey. Pour peu que basculent en la faveur du président sortant les États les plus peuplés de l'Union, New York, la Californie et l'Illinois. Or, c'est à New York, Los Angeles et Chicago que vivent les 4/5 de la population juive des États-Unis. Truman, agnostique au départ, se retrouve ainsi partisan convaincu de l'État d'Israël à l'arrivée. Sa réélection est bel et bien en jeu. L'engrenage du vote favorable à l'ONU est ainsi enclenché, et malgré les réticences du département d'État, la diplomatie officielle américaine entraînera derrière elle plusieurs États latino-américains décisifs, dont le Brésil. Seconde dynamique, le cas soviétique, le plus intéressant et à ce jour le moins exploré. Pourquoi Staline, dans un revirement apparemment peu explicable, décide-t-il d'apporter son soutien, au printemps de 1947, à un plan de partage dont il avait jusqu'alors dénoncé la logique profonde? Il faut retenir 3 explications, là aussi cumulatives. Tout d'abord, la rage des soviétiques, de Beria en particulier, le chef des services secrets, devant le succès de la politique anglo-américaine en Iran. Immédiatement, Staline cherche la riposte en Grèce, où la guerre civile s'intensifie, et partout ailleurs au Moyen-Orient, là où les intérêts britanniques sont en jeu, donc en Palestine. Ensuite, il y a la pression qui s'exerce tout de même en faveur du sionisme de gauche, du côté des très nombreux cadres juifs des nouveaux partis communistes au pouvoir en Europe de l'Est.
Troisième explication fondamentale, des rivalités masquées au sein de la direction soviétique. Beria, lié au chef du courant technocratique, Malenkov, et à l'ancien Premier ministre Molotov, toujours en charge de la diplomatie, s'oppose à Jdanov, tenant une stratégie de confrontation internationale, d'antisémitisme à l'intérieur et d'épuration du parti et des services secrets. Quelques mois plus tard, Andrei Jdanov et ses amis perdent la partie au Kremlin et l'Union soviétique se lance dans l'aide militaire ouverte à Israël. Pourtant, 2 ans plus tard, en 1950, Staline sonnera la fin de la récréation pro-israélienne. La campagne antisémite la plus terrible de toute l'histoire soviétique se déclenchera avec une violence exceptionnelle. Plus jamais Moscou ne soutiendra l'État juif, c'en sera fini de l'amitié israélo-soviétique. Il n'empêche, cette convergence unique en son genre des deux grands de l'après-guerre, une dernière fois réunis pour assurer la survie d'Israël, a de quoi surprendre au moment où leur affrontement se généralise de Berlin à la Grèce et à la Chine. Sans cette extraordinaire conjonction de facteurs, qui ne lui ont été que brièvement favorables, sans doute Israël n'aurait pu vaincre. Sans doute aussi est-ce ce sentiment de précarité que l'on retrouve inconsciemment à la racine tant de l'intransigeance arabe ultérieure que de l'obstination israélienne à survivre coûte que coûte.